Alors, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions sur le Hackintosh, il y en a eu beaucoup, j'étais obligé de trier un petit peu, mais on va passer maintenant donc aux sessions de questions-réponses. Alors, est-ce que c'est légal? C'est une très bonne question qu'on nous pose assez souvent. Légal aux yeux de la loi, le débat n'est pas tranché, hein. C'est pas évident que ce soit illégal. Il faudrait qu'un juge effectivement arrive à donner une décision. On a du hardware, du software qui sont compatibles, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de le faire. Par contre, Apple l'interdit dans sa licence d'utilisation, hein. C'est pas forcément illégal aux yeux de la loi, mais ça peut être illégal aux yeux de la loi d'Apple. Donc si vous montez une entreprise par exemple qui fait du Hackintosh, bah, vous allez vous faire épingler, ça c'est sûr. Voilà, après, d'en faire concrètement, il n'y a pas les avocats qui vont arriver chez vous et vous dire attention, vous n'avez pas le droit de monter un Hackintosh. Mais effectivement, si vous en faites commerce, là, ça peut devenir problématique. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un Hackintosh de façon professionnelle? Oui, de toute façon, il y a plein de gens qui le font, si on admet une part de risque. C'est-à-dire le risque à la mise à jour, hein, si vous mettez vos systèmes à jour, il y a toujours le risque que ça plante. Donc, on a tendance quand même à plutôt figer les machines, mais ça, c'est une habitude qu'on a déjà dans les milieux professionnels. Et puis après, je dirais que le risque, c'est qu'effectivement, on ait besoin quand même de mettre à jour et que ça ne marche pas, que Apple bloque le système ou que vos programmes plantent avec certaines configs. Donc, on a toujours quand même ce risque qui n'est pas négligeable, mais que beaucoup sont prêts à prendre malgré tout. Alors, qu'est-ce qui est le plus gênant à l'usage? Moi, je dirais que le plus gênant, c'est vraiment les mises à jour. C'est-à-dire que dès que vous faites une mise à jour, vous croisez les doigts et que ça redémarre correctement. Et à partir du moment où ça a redémarré, vous pouvez commencer à regarder s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais globalement, on est quand même assez stressé en faisant nos mises à jour. Il y a aussi d'autres petits problèmes hardware, donc j'en ai parlé dans la vidéo sur le fait qu'on ne peut pas brancher à chaud certains ports, on ne peut pas mettre en veille, enfin, il y a quand même des petites choses qui ne fonctionnent pas au quotidien, donc on n'a quand même pas un vrai Mac. Et ça, c'est vrai que voilà, quand on est habitué à des ordinateurs qui fonctionnent, on les branche et ils marchent, le Hackintosh, c'est quand même encore un peu pour les bidouilleurs. Alors, est-ce qu'il faut être très geek pour monter un Hackintosh? Alors, très geek, pas forcément, mais geek un peu quand même. Il faut connaître les composants, il faut parler anglais, il faut savoir chercher sur Internet, sur les forums. Il faut avoir une connaissance quand même de l'outil informatique, hein, comment ça fonctionne. Et je dirais qu'avec les tutoriels, on s'en sort quand même sans être un expert. Mais il faut maîtriser un minimum l'informatique. Alors, Skylake ou Kaby Lake, donc les deux générations de processeurs Intel. Faut savoir qu'à l'heure où on fait la vidéo, Kaby Lake n'est pas supporté officiellement, mais il le sera, je pense, assez vite, hein, dans peut-être le prochain macOS ou peut-être dans quelques semaines avec des nouvelles machines. Donc moi je dirais que Kaby Lake, là c'est un ordinateur Kaby Lake, donc on a un petit peu bidouillé pour que le processeur fonctionne. Ça ne demande pas une énorme bidouille, mais c'est quand même une petite bidouille. Donc voilà, ça se tourne sur le même socket, donc à vous de voir. Kaby Lake, le seul problème qu'on a eu, c'est qu'effectivement toutes les cartes mères sont pas à jour, donc elles n'acceptent pas forcément le processeur. Et nous on a dû racheter un processeur Skylake en fait pour mettre à jour le BIOS de la carte mère, ce qui est quand même assez problématique. Donc si vous voulez pas vous embêter, plutôt Skylake. Si vous êtes un peu avant-gardiste, que vous n'avez pas trop peur, Kaby Lake fonctionne bien. Est-ce qu'installer OS 10 au sein d'une VM est une bonne idée? Moi, je trouve que ça dépend des usages. Effectivement, on arrive à le faire en bidouillant. Pareil, il faut bidouiller aussi sur la VM, mais ça fonctionne quand même. Après, voilà, on installe des VM parce qu'on veut un environnement indépendant, parce qu'on veut sécuriser aussi les données. Enfin, c'est vraiment très très spécifique. Alors nous, on n'a pas essayé, hein, mais je sais que ça fonctionne relativement bien. Mais voilà, bon, si vous avez monté un Hackintosh, le double boot, c'est quand même pas mal si vous êtes toute la journée sur votre Mac. Est-ce qu'un Hackintosh est aussi sécurisé qu'un Mac? La réponse est oui, puisque par définition, vous avez le même macOS 10. Donc évidemment, il peut y avoir des extensions vérolées, hein, à vous aussi de faire attention à ça, mais je dirais qu'on bénéficie quand même des mêmes sécurités du système, du noyau, enfin, il y a quand même un certain nombre de protections mises en place par Apple qui sont toujours valides. Donc voilà, évidemment, on maîtrise moins le hardware, il peut y avoir des extensions un peu vérolées, il y a toujours un risque, mais globalement, il n'est pas beaucoup plus élevé que lorsqu'on a un Mac normal. Alors Nvidia ou AMD? Bon, j'ai déjà répondu en fait en début de vidéo à cette question, mais c'est vrai que la carte AMD peut être très intéressante si vous faites que du Final Cut Pro. C'est-à-dire que moi j'ai vu des tests notamment sur 9 to 5 où les 480 d'AMD sont quand même plus rapides que les dernières 1080 Ti, qui sont pourtant théoriquement plus performantes, hein, mais uniquement à cause des optimisations AMD sur Final Cut Pro. Pour autant, ces cartes sont quand même pas très stables, il faut bidouiller, ce que je disais. Donc à l'arrivée, je conseille quand même du Nvidia malgré tout, mais voilà, ça peut évoluer si AMD fournit des drivers, mais tant qu'il n'y a pas de pilote AMD, franchement, prenez pas trop de risques, prenez du Nvidia, elles sont hyper performantes, et puis je pense que Nvidia va aussi améliorer ses pilotes, et Apple va peut-être optimiser aussi ses programmes pour Nvidia. Alors, quid du Bluetooth et du Wi-Fi? Cela semble être le parcours du combattant pour avoir les deux fonctionnels. Alors effectivement, c'est assez compliqué de trouver les cartes, mais il y en a
je dirais quelques-unes qui fonctionnent vraiment bien. Là, je vous en ai mis une qui marche mais parfaitement. Je l'ai mis dans l'ordinateur. J'ai eu le Bluetooth, le Wi-Fi avec toutes les fonctions, hein, AirDrop, End-Off et compagnie. Donc, on arrive à avoir ça. Il suffit d'acheter cette carte-là. Effectivement, si vous achetez certaines cartes Wi-Fi, ça va fonctionner, mais c'est assez dur en fait d'avoir le Bluetooth. Mais pareil, il y a des dongles aussi qui marchent, mais pas toujours pour tout. Enfin, suivez mes conseils et vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, est-ce que le système risque de casser à chaque mise à jour? Il y a toujours un risque Apple bloque tout. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il peut y avoir une mise à jour qui ne fonctionne plus. Par contre, à partir du moment où vous avez un système relativement stable, en général, on arrive à faire les mises à jour assez simplement. Il faut savoir que maintenant, le système est isolé sur une partition et puis les extensions sur une autre, enfin tout le système de boot sur une autre. Donc, vous pouvez mettre à jour uniquement Clover là, et compagnie sans impacter le système. Et ça, depuis qu'il y a ça, en fait, ça fonctionne quand même relativement bien. Vous avez plus trop de problèmes en faisant les mises à jour intermédiaires. Et puis sur les grosses mises à jour, si on est un petit peu patient et qu'on regarde les tutos, en général, ça se passe quand même relativement bien pour l'instant. Alors, est-ce qu'il est intelligent de transformer un PC portable en Hackintosh? Alors en fait, sur les portables, je suis assez mitigé, puisque en fait, c'est des machines qui sont fermées. Donc, vous ne pouvez pas changer les composants, décider de la carte mère, etc. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver une machine portable 100% fonctionnelle. Donc souvent, le problème, c'est le Wi-Fi. Et puis là, en Thunderbolt, c'est quasiment impossible à trouver. Donc pour l'instant, pas tellement. Enfin, le Hackintosh, je dirais que c'est quand même plus fait pour les tours. Mais voilà, après, vous pouvez toujours l'installer sur un portable, hein, ça va fonctionner. Mais c'est très difficile de trouver un ordinateur portable qui fonctionne. Si vous avez trouvé une config qui marche bien, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça peut être très intéressant à tester. Alors, est-ce que la machine est stable? Quid de la fiabilité? Donc nous on fait des Hackintosh depuis très longtemps, celle-là donc on l'a depuis on va dire quelques semaines, presque 2 mois je crois, et on a fait du montage dessus, on a installé toutes nos applications et on n'a pas eu de plantage lié au fait que ce soit un Hackintosh en fait. Donc même les cartes graphiques, enfin tout est relativement stable, c'est assez étonnant en fait, la stabilité du système, on pourrait s'attendre à quelque chose qui n'est pas stable. Suivant les configurations, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas bien, si vous n'avez pas bien configuré votre BIOS, etc. Mais je dirais qu'on arrive quand même à avoir quelque chose d'étonnamment stable. Il y a des gens qui travaillent depuis plusieurs années avec des Hackintosh, donc c'est quand même un gage de fiabilité. Est-ce que le partage de connexion via un iPhone est toujours possible? Est-ce que le développement d'applications iOS fonctionne bien sur un Hackintosh? En fait, il faut savoir qu'un Mac et un Hackintosh, à partir du moment où vous avez accès aux mêmes composants, toutes les fonctions vont marcher. C'est-à-dire, évidemment, Xcode se lance, il compile très bien, le partage de connexion, ça marche aussi. Enfin, en fait, on n'a pas vraiment de limitation une fois qu'on a tous les composants qui sont reconnus. Donc, je dis pas que ça arrive pas, hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à installer certaines interfaces audio, j'ai vu quand même des gens qui ont des problèmes, mais c'est assez spécifique. Le seul truc, c'est qu'on s'en aperçoit effectivement une fois que l'ordinateur est monté et qu'on a branché son truc. Mais nous ici, on a pas mal de hardware, on a quand même des docks Thunderbolt, pas mal de disques durs en USB-C, etc. Et pour l'instant, tout fonctionne plutôt bien, j'ai pas eu vraiment d'incompatibilité, de micro, de caméra ou quoi que ce soit, on utilise quand même pas mal de choses. Donc pour ça, c'est plutôt bon signe, ouais. Y a-t-il moyen d'avoir un Hackintosh aussi silencieux qu'un Mac? Bah écoute, regarde, je m'approche de la machine et franchement on n'entend rien. Donc je dirais que comme un Mac Pro, on arrive à vraiment avoir des ordinateurs qui sont silencieux. Alors évidemment, si on commence à exciter la carte graphique, elle fait quand même un petit peu plus de bruit. Donc ça par rapport à un Mac Pro, c'est difficile d'avoir des cartes graphiques qui sont vraiment très silencieuses. Mais dans l'ensemble, si on choisit bien ses composants, qu'on a un bon ventirad, qu'on a un boîtier qui est quand même assez vaste avec des bons ventilateurs, on arrive vraiment à avoir une machine qui est relativement silencieuse et ça c'est assez agréable. Après vous pouvez toujours la mettre sous le bureau ou dans un caisson un petit peu plus isolé, mais effectivement en choisissant bien ses composants on y arrive. Alors comment ne pas passer une semaine jour et nuit pour configurer le bousin? Moi il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps à configurer cette machine, à avoir tout qui fonctionne. C'est clair que si vous suivez mon pas à pas, c'est vraiment tout le temps que j'ai pris, c'est du temps de gagner pour vous, puisque je pense qu'en une demi-journée on s'en sort sans problème, sachant que je compte là-dedans le montage, la mise à jour du BIOS, enfin il y a tout un tas de choses quand même qui sont assez longues à faire en temps, mais effectivement vous n'aurez pas de surprise, pas de recherche vraiment à faire si vous suivez le tuto. Après vous pouvez trouver d'autres tutos sur d'autres configs, donc ça c'est pareil, ça prend pas trop de temps si le tuto est bien fait. Mais si vous avez des composants un petit peu bizarres ou des trucs que vous n'avez pas bien compris ou l'ordinateur qui n'est pas bien installé, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des soirées et effectivement voilà, on achète un Mac pour ne pas subir ça, mais si vous lancez dans le Hackintosh, faut quand même avoir du temps. Alors est-ce que l'écran 5K Thunderbolt 3 de LG fonctionne? Alors il fonctionne, mais pas à pleine résolution. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette carte mère, donc il faut réinjecter en fait le signal vidéo de la carte graphique sur la carte mère, qui elle va sortir du Thunderbolt. Et cette réinjection, elle peut se faire qu'en DisplayPort 1.2, il n'y a qu'un port, donc c'est limité à de la 4K 60 images secondes. Voilà, c'est une limite technique, on ne peut pas aller au-delà de ça.
Donc effectivement, moi j'ai peut-être trouvé une solution, hein. Je referai une vidéo où je mettrai à jour le dossier pour faire fonctionner l'écran 5K de LG, donc en Thunderbolt 3, et qui exige donc au moins du DisplayPort 1.4. Alors le DisplayPort 1.4, on l'a sur la carte graphique, donc si vous avez un écran 5K ou 8K, ça peut fonctionner avec votre carte graphique si vous branchez directement l'écran dessus en DisplayPort, mais avec du Thunderbolt, c'est toujours plus compliqué. Donc déjà, moi j'étais content de vous proposer une config avec tous les écrans Thunderbolt qui fonctionnent, même le 5K à résolution plus faible, mais évidemment, on essaiera de vous faire un petit truc pour faire fonctionner cet écran. Alors comment choisir bien son matériel et être sûr qu'il sera 100% compatible, comme la RAM, la carte mère ou le microprocesseur? Eh bien c'est simple, il suffit de trouver des gens qui ont réussi. Voilà, si vous avez trouvé des gens qui ont réussi sur chaque composant, a priori ça devrait marcher. C'est pas toujours le cas, mais en principe oui. Et sinon, le mieux, c'est de trouver un tuto qui va de bout en bout, ce qui est quand même assez rare d'avoir exactement la même config. Mais c'est vrai qu'il y a des sites là, comme Tony, MacX86 et quelques autres sites qui proposent des listes de composants. Voilà, ils n'ont pas toujours le tutoriel derrière. En fait, le plus dur, c'est quand même de trouver la personne qui a exactement le même BIOS, la même carte mère et les mêmes composants que vous. À partir du moment où vous avez trouvé ça, en principe, c'est bon. Alors, quid des SSD au format M2 et NVMe? Alors c'est vrai qu'on aurait pu en mettre dans notre config, mais pour l'instant j'ai pas trouvé ça très stable et ça demande pas mal de bidouilles. Enfin, j'ai préféré vous proposer une configuration qui était quand même relativement performante. On peut arriver à avoir des débits quand même très corrects en SATA aujourd'hui, on peut faire du RAID aussi si on a besoin. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas trop handicapant de ne pas avoir mis ça dedans. Vous pouvez toujours en rajouter et voir si ça fonctionne. Moi je voulais pas en mettre dans cet article tant que j'avais pas quelque chose de vraiment stable. Peut-on brancher 3 ou 4 GPU sur un Hackintosh? Alors il faut savoir déjà que 2 c'est possible, hein. 2 c'est pris en charge par pas mal d'applications pro. Il y en a qui reconnaissent plus que 2 GPU. Après il faut arriver à les brancher, donc avec des boîtiers externes, il faut avoir trouvé la bonne carte mère. Voilà, ça mériterait qu'on s'y penche, mais moi je ne peux pas vous répondre de façon définitive là-dessus, ça mérite quand même pas mal de temps d'expérimentation. Je suis sidéré de tomber sur cet article. J'espère que vous allez présenter des excuses à tous les possesseurs de Hackintosh qui se sont fait malmener ces dernières années. Bon, je voulais mettre un message d'un rageux quand même sur ces sujets parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais malmené les gens qui parlaient de Hackintosh ou de jailbreak. Mais il faut quand même savoir que c'est une forme de piratage des produits Apple. Donc, à partir du moment où Apple est très répressif sur le sujet, ce qui était le cas il y a quelques années sur les Hackintosh, c'est-à-dire que si on publiait ce genre de dossier, avant on avait des lettres d'avocats, voilà, Apple faisait le gros dos. Donc, effectivement, aujourd'hui, tous les sites Mac publient ce genre d'articles, ils se font pas malmener, Apple laisse un peu faire. Donc c'est pour ça que nous, on a aussi plus de souplesse. Il faut savoir que nous, on n'est quand même pas un forum au fin fond des bois qui pouvons fermer du jour au lendemain. Il y a quand même des employés, on fait quand même de l'actualité, on propose plein de services. Enfin, on est une entreprise et du coup, on ne peut pas se permettre de mettre tout ça en danger juste pour publier un papier. Donc effectivement, les lecteurs doivent aussi comprendre ça, que nous, on doit aussi pouvoir travailler avec Apple. À partir du moment où Apple laisse faire une pratique, effectivement, on le fait. Aujourd'hui, on ne parle pas du jailbreak sur Mac Forever parce que effectivement, Apple réprime tous les sites qui parlent de jailbreak. Donc voilà, il faut qu'on fasse des choix à un moment donné. Si vous voulez parler de jailbreak sur d'autres sites, il y en a qui acceptent et qui sont prêts à prendre le risque de fermer du jour au lendemain, ce qui n'est pas notre cas. Voilà, moi j'ai essayé de faire le tour et de répondre à la majorité des questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à utiliser les petits formulaires donc sous YouTube ou sur Mac Forever. Et puis évidemment, si vous avez déjà un Hackintosh, que vous avez d'autres conseils, vous êtes libre aussi de les mettre dans les réactions. En tout cas, moi j'espère que le temps qu'on a passé à monter cette machine, tous les conseils qu'on vous a donnés, vous aura un petit peu éclairé sur le Hackintosh. Vous aura aussi donné une config type que vous pouvez reproduire chez vous sans risque. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, si ça vous intéresse, si vraiment ce dossier a beaucoup de succès, ce que je pense, parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes derrière, je pense qu'on le fera évoluer petit à petit avec d'autres configs, avec des composants un petit peu plus récents dans les années à venir. Voilà, c'est déjà fini. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça vous pouvez le faire depuis le mobile. Et puis n'oubliez pas, donc il y a tous les liens qui se trouvent sous la vidéo pour acheter les composants, pour avoir le tutoriel détaillé. Et puis nous, on se retrouve sur Mac Forever et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!